Bien avant que le Minnesota ne soit un pays de forêts de pins et de lacs gelés, bien avant que les Dakota n'allument leur feu de conseil ou que les Ojibwe ne perfectionnent leur artisanat d'écorce de bouleau, bien avant que le premier Européen ne pose le pied dans la haute vallée du Mississippi, d'autres étaient là. Ils arrivèrent alors que les glaciers reculaient encore, que le paysage était sauvage et méconnaissable, que les rivières cherchaient encore leur cours. Ils vécurent, chassèrent et moururent sur une terre qui allait devenir un jour l'un des États les plus singuliers d'Amérique. Et puis, du point de vue de l'histoire, ils disparurent, tout simplement. Pendant plus de 900 ans, nous n'avons presque rien su d'eux. L'archéologie pouvait nous confirmer leur existence, mais pas leur véritable identité. Puis l'ADN est entré en scène et ce qu'il a révélé sur la population la plus ancienne du Minnesota s'est avéré bien plus surprenant et bien plus humain que quiconque ne l'avait imaginé. Pour comprendre ce que l'ADN a révélé, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel ces populations ont vécu. Il y a environ 13 ans, les glaciers qui avaient recouvert le Minnesota d'une épaisse couche de glace ont entamé leur lent retrait vers le nord. Le paysage qu'ils ont laissé derrière eux est méconnaissable. La terre dévastée était parsemée de lacs de fonte et sillonnée de rivières aux eaux froides et rapides dévalant la banquise. Il n'y avait pas encore de denses forêts de pins, pas de rizières sauvages, pas de prairies s'étendant à perte de vue, seulement une toundra balayée par les vents. Et au-delà de ce mur de glace qui reculait dans ce paysage arrivèrent des hommes. Les archéologues les appellent paléo-indiens, un terme générique désignant les premiers habitants humains des Amériques. Ils ne formaient ni une seule tribu, ni une seule culture. Ils représentaient l'avant-garde d'une expansion humaine qui se déroulait depuis des millénaires, traversant un continent encore jamais foulé par l'homme. Ils suivaient le gibier. Mastodontes, castors, géants et caribous sillonnaient les terres post-glaciaires du Minnesota, et les peuples qui les chassaient se déplaçaient avec eux, interprétant le territoire comme leurs ancêtres avaient interprété chaque paysage qui les avait précédés. Les traces de leur passage sont rares, mais indéniables. Des pointes de lance en pierre de style Clovis et de variantes ultérieures ont été retrouvées sur des sites dispersés à travers le Minnesota. Ces pointes fines et finement cannelées à la base exigeaient un savoir-faire considérable. Ce ne sont pas les outils de personnes tâtonnant dans un monde inconnu, mais ceux de chasseurs expérimentés qui connaissaient leur environnement et avaient développé une technologie sophistiquée pour y évoluer. Les lacs du Minnesota conservent encore certains vestiges de cette époque. Cet État se situe à un carrefour hydrologique, ses eaux s'écoulant à la fois vers le sud en direction du golfe du Mexique et vers le nord en direction de la baie de Hudson et de l'océan Arctique. Cette situation géographique en a fait un corridor naturel. Les populations et les animaux traversant l'intérieur du continent ont emprunté cette région et certains s'y sont installés. Les matières organiques extraites des fonds lacustres et des dépôts sédimentaires ont permis aux chercheurs de reconstituer l'environnement de ces premiers êtres vivants et par conséquent les ressources dont ils dépendaient. L'une des découvertes les plus importantes ne provenait pas d'un site de fouilles, mais d'un chantier de construction. Des restes humains ont été mis au jour dans des circonstances typiques d'une découverte fortuite au sein d'un paysage continuellement habité, perturbé et bâti pendant des siècles. Ce qui rendait certaines découvertes du Minnesota remarquables, c'était leur ancienneté. Des vestiges datant de plusieurs milliers d'années témoignaient d'une présence humaine dans la région à une époque qui exigeait des explications. Pourtant, pendant longtemps, ces ossements ont soulevé plus de questions qu'ils n'ont apporté de réponses. L'archéologie pouvait établir la présence humaine sur ces lieux. Elle pouvait esquisser les grandes lignes de leur mode de vie. Mais les questions plus profondes, d'où venaient ces gens qui étaient leurs ancêtres, et quels liens, s'il y en avait, ils entretenaient avec les nations autochtones qui leur ont succédé, demeuraient sans réponse. La Terre avait rendu ses morts. Elle n'avait pas encore livré leurs secrets. Les secrets ont commencé à se dévoiler non pas grâce à des fouilles spectaculaires, mais grâce au travail lent et minutieux de scientifiques se replongeant dans des vestiges conservés dans des collections depuis des années. La recherche sur l'ADN ancien est différente des autres disciplines scientifiques. Elle ne s'annonce pas par des découvertes retentissantes faites sur le terrain. Elle se déroule dans des laboratoires froids et stériles où les chercheurs travaillent dans des conditions conçues pour éviter toute contamination par du matériel génétique moderne. Une simple respiration mal placée, une cellule cutanée égarée peuvent altérer un échantillon qui a mis des milliers d'années à se conserver. Les marges d'air sont extrêmement faibles et le matériau manipulé est d'une fragilité presque inconcevable.
L'ADN se dégrade avec le temps. L'exposition à la chaleur, à l'humidité et aux variations de température accélère ce processus. Les hivers rigoureux du Minnesota, aussi rudes soient-ils, sont paradoxalement un atout pour les scientifiques. Le froid ralentit la dégradation. C'est l'une des raisons pour lesquelles les restes anciens provenant des latitudes nordiques contiennent généralement un meilleur matériel génétique que ceux des climats plus chauds. L'extraction d'ADN exploitable à partir de restes vieux de plusieurs milliers d'années nécessite de percer des os denses, généralement la protrusion du crâne, l'os le plus dur du corps humain, et celui qui a le plus de chances d'avoir conservé du matériel génétique lisible. À partir de ce matériel, les chercheurs tentent d'isoler et de séquencer des fragments d'ADN anciens qu'ils comparent ensuite aux vastes bases de données en constante expansion de génomes humains modernes et anciens du monde entier. Leurs objectifs allaient bien au-delà d'une simple identification. Les questions qui ont guidé ce travail étaient fondamentales. Comment les Amériques se sont-elles peuplées? Y a-t-il eu une seule migration fondatrice? Un groupe unique traversant la Sibérie pour gagner l'Alaska et se répandant ensuite vers le sud? Ou bien la situation était-elle plus complexe et plus précisément que nous apprennent les anciens habitants du Minnesota sur ce schéma plus général, il ne s'agissait pas de questions académiques abstraites. L'histoire de l'arrivée de la dispersion et de la diversification des premiers Américains aborde certains des débats les plus controversés et les plus importants dans l'étude de la préhistoire humaine. Pendant des décennies, le modèle dominant a soutenu qu'une seule population, les fabricants d'outils en pierre Clovis, était à l'origine de tous les peuples amérindiens. Ce modèle était déjà remis en question par des sites archéologiques suggérant une présence humaine plus ancienne, plus au sud. L'ADN ancien avait le potentiel soit de rétablir cette explication simple, soit de la complexifier au point de la rendre méconnaissable. Le Minnesota occupait une position intéressante dans ce débat. Sa géographie le plaçait au carrefour potentiel de multiples routes migratoires. Ces vestiges anciens, si l'on pouvait les analyser génétiquement, pourraient fournir des données d'une importance capitale. Le travail s'est donc déroulé avec soin et méthode en pleine conscience que les résultats pouvaient se situer n'importe où sur le spectre de la confirmation à la surprise totale. Lorsque les séquences sont finalement arrivées, les chercheurs ont analysé les données et les résultats ne correspondaient à aucun modèle existant. Les anciens mots-temps étaient... Tout allait se compliquer. Les résultats, lorsqu'ils sont arrivés, n'étaient pas ceux prédits par la version simpliste de la préhistoire américaine. L'ADN ancien extrait des premiers habitants du Minnesota indiquait une population aux racines ancestrales profondes en Asie du Nord-Est, ce qui en soi n'avait rien de surprenant. Toute l'ascendance des Amérindiens remonte en fin de compte à des migrations hors de cette vaste région. Ce qui était surprenant, c'était le schéma précis des liens de parenté révélés par le génome. Ces ancêtres primitifs ne s'intégraient pas facilement à l'ascendance des peuples autochtones qui allaient plus tard peupler ce même territoire. La signature génétique était distincte, ancienne et à certains égards inattendue. Pour comprendre son importance, il est utile d'envisager l'ascendance du point de vue des généticiens. Chaque génome humain porte en lui la trace des populations qui y ont contribué sur des milliers de générations. Lorsque les chercheurs comparent des génomes anciens à des populations de référence modernes et anciennes, ils peuvent identifier les groupes ayant contribué à l'ascendance, leurs proportions respectives et la période approximative de ces contributions. Le tableau obtenu n'est pas parfait, mais il est remarquablement détaillé. L'ADN ancien du Minnesota a révélé un lien avec une lignée que les généticiens ont identifiée sur plusieurs sites américains anciens. Une population fondatrice largement répandue en Amérique du Nord au début de la période post-glaciaire, mais dont les gènes ne se retrouvent plus sous leur forme originelle chez les peuples autochtones ultérieurs de ces mêmes régions. Cette population a reçu diverses appellations techniques dans la littérature scientifique, mais le point essentiel est simple. Il s'agissait de l'une des premières populations américaines et non des ancêtres directs des nations qui se sont installées après elles au Minnesota. L'expérience de la découverte de terre varie selon les attentes initiales. Pour ceux qui supposaient une descendance simple et ininterrompue des premiers habitants jusqu'aux nations autochtones historiques de la région des Grands Lacs, l'ADN a introduit une complication majeure. Pour les chercheurs déjà familiarisés avec la complexité croissante de l'histoire des populations américaines anciennes, il a confirmé un schéma récurrent sur tout le continent. L'ADN a également fourni des indices sur leur alimentation et leur déplacement.
Les analyses isotopiques menées en parallèle des études génétiques ont suggéré que ces individus étaient très mobiles et puisaient leurs ressources dans une vaste zone géographique. Ils n'étaient pas sédentarisés au sens strict du terme. Ils se déplaçaient au gré des saisons et du gibier parcourant des distances qui surprendraient quiconque aurait tendance à imaginer les peuples anciens comme étant attachés à de petits territoires fixes. Rien dans leur génome n'indiquait un mélange significatif avec les populations arrivées plus tard. Aucun signe d'absorption progressive par les lignées ancestrales qui allaient donner naissance aux Dakota ou aux Ojibwe. La relation entre les plus anciens habitants du Minnesota et les nations autochtones qui lui ont succédé n'était pas une relation de descendance directe. Elle était plus complexe, plus troublante et, au final, plus fascinante. Deux chapitres distincts de l'histoire humaine d'un même territoire séparé non seulement par le temps, mais aussi par l'ascendance. C'est ce qui s'est passé entre-temps qui donne à l'histoire sa tournure la plus troublante. La question qui découle naturellement des analyses ADN est aussi la plus difficile à trancher. Si ces anciens êtres n'étaient pas les ancêtres directs des peuples autochtones qui leur ont succédé, que leur est-il arrivé? Honnêtement, nous n'en savons rien avec certitude. Mais les données génétiques combinées aux reconstitutions archéologiques sur l'évolution des populations en Amérique du Nord dessinent un tableau de plus en plus familier à mesure que les recherches sur l'ADN ancien se sont étendues à travers le continent. Ces populations n'ont pas simplement évolué pour donner naissance aux populations ultérieures, elles ont disparu des registres génétiques. Or, une telle disparition dans le langage de la génétique des populations signifie généralement l'une de ces quelques possibilités. Une population se contracte, se fragmente et est absorbée par des groupes en expansion venus d'ailleurs. Ou bien elle décline et disparaît complètement sans laisser de descendants identifiables. Aucune de ces possibilités n'est rassurante. Toutes deux sont bien documentées dans les archives génétiques des populations anciennes. Ce que suggère l'analyse de l'ADN ancien en Amérique du Nord, c'est que la période post-glaciaire n'a pas été une période de stabilité démographique continue, mais une période de bouleversement majeur. Les climats ont rapidement changé. La mégapuna s'est effondrée. Les mastodontes, les castors géants et les vastes troupeaux de caribous qui avaient permis aux populations paléo-indiennes de survivre sur tout le continent ont disparu ou se sont repliés. Les fondements écologiques qui avaient soutenu ces premiers Américains se sont érodés. À mesure que ces fondements se transformaient, les populations humaines se sont réduites, réorganisées et, dans de nombreux cas, ont été remplacées par de nouveaux groupes s'installant sur des territoires abandonnés par les premiers habitants. Partout en Amérique du Nord, les généticiens ont désormais identifié de multiples exemples de ce phénomène. Une population fondatrice présente dans une région au début de l'Holocène, suivie d'une interruption puis de populations ultérieures présentant un profil génétique sensiblement différent. Le Minnesota correspond à ce schéma. Les anciens habitants dont l'ADN a été retrouvé représentent une première étape. Les ancêtres des Dakota et des Ojibwe en représentent une autre. Le lien génétique entre ces deux étapes est au mieux ténu. Il est important de s'attarder sur ce que cela signifie en termes humains et pas seulement scientifiques. Ces gens connaissaient ce territoire intimement. Ils savaient où les rivières étaient suffisamment peu profondes pour être traversées, où le gibier se rassemblait en intersaison, ou trouver refuge lorsque la température chutait. Ils ont accumulé ce savoir au fil des générations, l'ont transmis perfectionné, puis ce pan particulier de l'expérience humaine en ce lieu s'est éteint. Au-delà des faibles traces génétiques que l'on peut extraire d'ossements anciens, ce qu'ils ont laissé derrière eux, ce sont des outils de pierre, des restes d'animaux abattus, les subtiles perturbations du sol, que les archéologues apprennent à déchiffrer un témoignage matériel de vie pleinement vécu dans un monde disparu. Il n'était pas un prologue à la véritable histoire du Minnesota, mais son premier chapitre. Et comme souvent pour les premiers chapitres, ils se sont achevés avant même que quiconque ne vienne les consigner. Pendant la majeure partie du 20e siècle, l'archéologie a porté à elle seule le poids de la reconstitution du passé ancien du Minnesota. Elle a accompli un travail remarquable compte tenu des circonstances. Les outils de pierre, les ossements d'animaux, les carottes de sédiments et la composition chimique subtile des anciens lits lacustres ont permis de dresser un tableau des premiers humains d'une précision remarquable, quoique partiellement incomplète. L'ADN n'a pas remplacé ce tableau. Il l'a approfondi d'une manière que l'archéologie seule n'aurait jamais pu permettre. Prenez de quoi subsister.
Les vestiges matériels des sites paléo-indiens du Minnesota suggéraient déjà une population fortement tournée vers la chasse au gros gibier. Les restes fauniques, notamment les ossements d'animaux abandonnés sur les lieux de chasse et les campements, indiquent que ce sont des populations qui chassaient le méga-poisson et qui, à mesure que ces animaux disparaissaient, se sont tournés vers le petit gibier et une plus grande variété de ressources végétales et animales. Les données génétiques confirment ce tableau de manière inattendue. L'analyse conjointe des signatures isotopiques et de l'ADN présentes dans les ossements anciens a confirmé une grande mobilité alimentaire liée à une alimentation provenant d'une vaste zone géographique. Ces populations ne s'étaient pas sédentarisées dans une niche écologique unique, mais s'adaptaient en permanence à un environnement lui-même en perpétuelle évolution. L'étude des outils de pierre apporte un éclairage supplémentaire. Les plus anciens ensembles archéologiques du Minnesota comprennent des pointes de style Clovis et leurs successeurs. Ces technologies se sont rapidement répandues en Amérique du Nord au début de la période post-glaciaire. Pendant des décennies, les archéologues ont débattu pour savoir si cette diffusion technologique reflétait des migrations de population ou simplement la circulation des idées. L'apprentissage d'une technique par un groupe auprès d'un autre sans déplacement de population significatif est un phénomène complexe. L'ADN ancien contribue à éclaircir au moins partiellement ce débat. La spécificité génétique des premiers habitants du Minnesota et leur lien avec des populations tout aussi anciennes ailleurs sur le continent confortent en l'idée que la diffusion des techniques pionnières en Amérique était liée au déplacement de populations transportant leurs outils et leur patrimoine génétique à travers le territoire. C'est sur la question de la transition que les deux disciplines se compliquent mutuellement. D'un point de vue archéologique, la transition des cultures paléo-indiennes aux cultures archaïques plus récentes au Minnesota semble progressive. Les styles d'outils évoluent graduellement. Les stratégies de subsistance se diversifient lentement. À la lumière des seuls vestiges matériels, on perçoit une histoire continue d'adaptation. L'ADN introduit une nuance dans cette interprétation. Si le profil génétique de la population a considérablement évolué entre la période paléo-indienne et la période archaïque ultérieure, la continuité apparente de la culture matérielle pourrait être trompeuse. De nouvelles populations peuvent adopter des technologies existantes. La continuité des outils n'implique pas nécessairement une continuité des populations. Cette nuance demeure. Les chercheurs sont honnêtes quant aux lacunes. L'échantillon d'ADN ancien du Minnesota reste limité et chaque nouvel ensemble de restes séquencés avec succès a le potentiel de modifier notre compréhension. Ce type de science n'est pas une révélation unique, mais un raisonnement qui s'accumule, se construisant progressivement et se révisant au gré des nouvelles preuves. Ce qui est certain, c'est que l'archéologie et la génétique ensemble racontent une histoire plus riche et plus authentique que chacune prise séparément. Deux manières différentes d'écouter le même silence ancestral et entre elles de commencer à percevoir une vérité. L'histoire de l'ADN ancien du Minnesota ne se limite pas à cela. Elle constitue un élément parmi d'autres d'une révolution qui discrètement remet en cause l'une des hypothèses les plus solidement ancrées dans l'étude de la préhistoire américaine. Pendant des décennies, le modèle dominant était simple. Une unique population fondatrice aurait traversé la Sibérie pour gagner l'Alaska via le pont terrestre de Bing, puis migré vers le sud, au fur et à mesure du retrait des glaces, devenant ainsi l'ancêtre de tous les peuples amérindiens. C'était le modèle Clovis, ainsi nommé, en raison de la tradition lithique caractéristique qui semblait marquer cette migration fondatrice. Élégant et facile à enseigner, ce modèle était en réalité erroné, ou plutôt il était bien trop simpliste. Les recherches sur l'ADN ancien, menées à travers les Amériques au cours des 15 dernières années, ont remplacé le récit simpliste d'une seule vague migratoire par une réalité bien plus complexe et fascinante. Il y a eu de multiples migrations. Certaines populations sont arrivées très tôt, se sont largement répandues, puis ont diminué ou disparu à mesure que des groupes ultérieurs se développaient. Il y a eu des cas de métissage et de remplacement. L'histoire humaine des Amériques avant le contact avec les Européens n'était pas un simple arbre aux branches qui se développe régulièrement à partir d'une seule racine. C'était une rivière à chenaux anastomosés dont les bras se rejoignaient, divergeaient et s'asséchaient parfois complètement. Le Minnesota s'inscrit dans ce récit plus vaste comme un exemple significatif de sa complexité. La spécificité génétique de ses habitants les plus anciens,
Leur lien avec une population fondatrice plus large, qui ne survit pas sous une forme reconnaissable dans les génomes régionaux ultérieurs, reflète un schéma désormais documenté du nord-ouest du Pacifique aux Grandes Plaines en passant par les forêts du nord-est. Les premiers Américains ne formaient pas un bloc monolithique. Il s'agissait de plusieurs peuples aux histoires distinctes qui ont découvert un continent et y ont réagi de différentes manières pendant des milliers d'années. Ces recherches ont une portée qui dépasse le cadre académique. Pour les communautés autochtones actuelles, les découvertes liées à l'ADN ancien peuvent être à la fois source de liens et de complications. Les questions d'ascendance, de filiation, d'obligation des vivants envers les morts ne sont pas abstraites pour les nations dont le lien avec leur patrie est fondamental sur les plans juridiques, culturels et spirituels. Les cadres éthiques régissant la recherche sur l'ADN ancien des restes amérindiens ont considérablement évolué, de nombreuses tribus étant désormais directement impliquées dans les décisions concernant l'opportunité et les modalités d'étude de leurs restes ancestraux. Cette évolution est continue et nécessaire. La science ne peut ni ne doit minimiser l'importance des nations autochtones actuelles en invoquant une discontinuité de population dans un passé lointain. Les Dakotas et les Ojibwe ont une histoire profondément enracinée dans ce territoire des liens ancestraux uniques avec cette terre-lien que l'existence d'une population antérieure dont l'histoire s'est achevée avant la leur ne diminue en rien. La science, quant à elle, nous permet d'appréhender la richesse et la complexité de l'histoire humaine de ce lieu. Le Minnesota n'était pas désert avant l'arrivée des Européens. Il ne l'était pas non plus avant leur arrivée. Depuis plus de 900 ans, des êtres humains s'adaptent et vivent dans ce paysage exigeant, magnifique et extrême. Ce n'est pas une simple anecdote, c'est le fondement même de son histoire. Les lacs du Minnesota sont toujours là. Les rivières coulent toujours selon leur cours ancestral vers le sud en direction du golfe du Mexique, vers le nord en direction de l'Arctique. Les hivers arrivent toujours avec la même brutalité indifférente. Le paysage a absorbé 10 ans de présence humaine et n'en porte presque aucune trace visible. Mais sous cette surface, dans la composition chimique des ossements anciens, dans les fragiles fragments d'ADN dégradés extraits de restes plus anciens que tout ce qui a été écrit, une histoire sommeille. L'histoire de ceux qui se sont tenus sur la terre gelée et ont contemplé le même horizon. Qui connaissait ce lieu avant même qu'il ait un nom qui était pleinement humain à tous égards essentiels, l'ADN n'a pas révélé d'étranger. Il a révélé la profondeur de l'histoire humaine de cette terre. Et cette profondeur discrète et en grande partie invisible est peut-être ce qui caractérise le plus le Minnesota.